Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, merci pour votre présence en nombre ce soir à cette table ronde. Une table ronde qui questionnera les liens étroits entre santé, alimentation et agriculture. Cet événement, on tenait à vous le préciser, est organisé dans le cadre des assemblées générales du GAP 29 et de la MAP 29. Ce sont deux associations finistériennes. Pour certains et certaines d'entre vous, vous les connaissez, vous nous connaissez. Pour ceux qui l'ignorent, je vais en dire quelques mots. Le GAP 29, c'est le groupement des agriculteurs et agricultrices biologiques du Finistère, un groupement de producteurs et productrices bio qui a plusieurs missions. Parmi elles, la formation des paysannes et paysans vers plus de compétences, d'autonomie et de résilience. La défense syndicale de l'agriculture biologique, et cette table ronde y participe en partie. La recherche et le développement de pratiques agricoles biologiques dans un monde qui évolue. Le GAP 29 appartient à une fédération régionale, la FRAB, et nationale, la FNAB. La MAP 29, c'est la Maison de l'agriculture biologique du Finistère, une association qui travaille à structurer les filières bio du département pour que du champ à l'assiette, la bio s'organise et se développe. Elle œuvre aussi à sensibiliser tout un chacun à une alimentation saine et durable, ainsi qu'à des pratiques de jardinage au naturel. MAP 29 et GAP 29 travaillent de concert au développement de la bio en Finistère. Le sujet de la table ronde a semblé crucial aux administrateurs et administratrices des deux structures. Comment la santé humaine, la santé publique, notre santé sont atteintes par le modèle agricole productiviste? Comment ce modèle agit sur le climat, provoquant les dérèglements que les agriculteurs subissent d'ailleurs de plein fouet et qui fragilisent encore notre santé à toutes et tous? Le GIEC souligne le rôle crucial de l'alimentation et donc de l'agriculture dans la lutte contre le réchauffement climatique. Greenpeace indique qu'en France, plus de 60 000 tonnes de pesticides sont utilisées par an, plaçant la France sur le podium des principaux consommateurs de pesticides dans le monde. Donc santé, alimentation et agriculture sont intimement liés. Des rapports scientifiques existent qui attestent de la nocivité des pesticides pour la santé publique et pour l'environnement. Les maladies chroniques se développent, les cancers, et les premières victimes sont d'ailleurs les agriculteurs eux-mêmes qui les utilisent. Le nombre de personnes malades augmente, ce qui fait alors augmenter le budget de la santé qui devient lui-même un système en danger. Il s'agirait alors d'adopter une vision plus large des politiques de santé publique et agricole. Et ce sont justement les visions des 4 intervenants qui sont là ce soir pour nous en parler. Ils vont aussi nous expliquer des dispositifs qui existent et qui veillent à prévenir les maladies. Ils vont enfin nous parler du modèle agricole à embrasser qui respecte aussi bien la santé humaine que celle de notre planète. Merci à vous 4 d'être présents ce soir. Donc, il y a Pierre Souvé, ici, cofondateur et président d'ADEF, c'est l'association Santé Environnement France. Estelle Michelet, médecin généraliste, membre de la CPTS. La CPTS, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé du pays fouet-nantais et active au sein du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Jocelyne Leroux, présidente de la mutuelle Mutami, cofondatrice et trésorière de l'association Mutuelle Santé Planétaire. Et enfin Bernard Avaux, médecin généraliste et membre de la CPTS Brest Santé Océane. Merci à vous 4 pour votre présence. Et donc pour débuter cette table ronde, je vais vous poser une première question et elle s'adresse en particulier à Bernard Avaux. Pourriez-vous nous expliquer ce que revêt pour vous cette notion de santé environnementale, autrement appelée santé globale ou santé planétaire? Car s'il y a bien un point qui vous réunit tous les 4, c'est le fait de considérer la santé non pas uniquement dans son côté curatif, mais préventif. Oui, bien volontiers. Donc, on a souhaité commencer la réunion en replaçant quelques définitions, disons, repréciser un petit peu de vocabulaire pour qu'on parle tous de la même chose. Alors, comme l'a rappelé Laurent, le monde médical, les scientifiques s'inquiètent de l'augmentation d'incidence du nombre de cas de maladies chroniques dites modernes, cardiovasculaires, diabète, neurodégénératives et surtout cancer, dont l'incidence augmente, mais en particulier chez les gens jeunes. Et ça, c'est une caractéristique très récente dont s'inquiète particulièrement, par exemple, l'Institut Gustave Roussy. Et ainsi, dans les meilleures institutions médicales françaises et mondiales, on en vient à se dire que voilà, c'est pas forcément par la volonté du Saint-Esprit qu'on tombe malade, en particulier de plus en plus jeune, mais qu'il doit y avoir des facteurs environnementaux qui sont la cause de ces maladies. Et
On a voulu vous montrer ici le concept, une figuration du concept de santé environnementale. C'est en fait la santé de l'être humain considérée dans sa relation avec son environnement. Et l'environnement, c'est au sens large du terme. C'est l'environnement social, c'est le mode de vie, l'alimentation, l'activité physique. C'est l'environnement chimique et physique, pour ce qui nous concerne ici, l'exposition aux pesticides, au cadmium, etc. Et donc, c'est la science, c'est la santé qui va étudier en quoi ces facteurs environnementaux peuvent être délétères pour la santé. Et c'est une nouvelle voie d'approche dans la compréhension des maladies. Et question de vocabulaire également, vous verrez régulièrement le fait que tous ces facteurs environnementaux, au sens large du terme, on appelle ça l'exposome. Et ça fait l'objet réellement d'une nouvelle médecine qu'il commence à développer à l'Institut Gustave Roussy. La diapositive suivante, c'est un peu le même concept, mais un petit peu différent quand même. C'est le concept anglo-saxon, une seule santé, One Health. Si vous regardez dans la littérature, vous pouvez trouver beaucoup de choses intéressantes là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, tout est interdépendant. La santé de l'humain, la santé de l'environnement, la santé des animaux. Il n'y a en fait qu'une seule santé à l'intersection de ces trois santé. Et que si on altère un de ces ensembles, eh bien, on va altérer la santé de l'autre ensemble. Et ce n'est pas qu'un concept, c'est d'abord un concept théorique, mais en fait, il a été élaboré pour inviter les scientifiques à travailler ensemble. Et pas seulement les scientifiques, mais à l'INRAE, par exemple, on invite les éleveurs à travailler avec les vétérinaires, à travailler ensuite avec les médecins, et pour que tout le monde travaille sur le même sujet et pas chacun dans son coin. Donc c'est un réel concept opérationnel. Pour l'illustrer, juste deux petits exemples rapides. L'usage massif des antibiotiques en médecine vétérinaire donc doit être étudié par les éleveurs, les vétérinaires et les médecins parce que ça induit l'apparition d'antibiorésistance chez les humains qui consomment les produits animaux et les problématiques environnementales du sol qui est contaminé par les déjections. Donc c'est un concept opérationnel et je crois que c'est bien de le connaître. Donc santé environnementale, concept One Health, ça regroupe un peu les mêmes problématiques, mais c'est de ça qu'on va parler ce soir. Merci. Merci pour cet éclairage. Pierre Souvé, c'est à vous de jouer. Les déterminants de santé. Les déterminants de santé, alors vous avez deux docteurs là. Il y en a d'autres dans la salle? Non. Regardez ce qu'ils représentent dans votre vie. 15%. Ah, il faut baisser là, il est sorti. Les soins, c'est 15% de la santé dans votre vie. Alors évidemment, un mec, un enseignant, parce qu'il est enseignant, il m'a dit « Ah mais non, c'est pas possible ». J'ai dit « Oui, si je fais un infarctus aujourd'hui, là, c'est 100% aujourd'hui. Mais sur l'ensemble de la vie, c'est 15%. » Le reste, c'est quoi? C'est les facteurs socio-économiques, l'accès à l'emploi, l'accès à une alimentation saine, des revenus décents. Donc des facteurs où c'est plutôt la politique qui va pouvoir agir. Des facteurs environnementaux, 25%, donc toutes les nuisances auxquelles vous êtes soumis. Pour revenir aux facteurs socio-économiques, il y a 13 ans d'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Alors il y en a, les trumpistes, ils acceptent ça, ils trouvent ça normal. Moi, en tant que médecin, je ne trouve pas ça normal. Et toute ma vie, j'ai soigné les gens à Vitrolles, zone très populaire, les plus riches et les plus pauvres, de la même façon. Et il y avait toujours la porte ouverte. Et quand il y avait une urgence, je ne leur disais pas « Non, non, je ne peux pas vous recevoir ». Je les recevais. Donc moi, je pense qu'en Bretagne, ils ont gardé cet esprit-là, hein, parce que chez nous, ça changeait. Mais bon. Et les comportements individuels, 10%. Alors, un jour, là, je raconte ça, puis il y a quelqu'un qui me dit « Ah, ben, ça me donne envie de fumer ». Bon, non, évidemment, vous n'avez pas fumé. Et les facteurs génétiques, 5%. Peut-être ma collègue vous parlera d'épigénétique un peu plus tard. Voilà. Donc, il faut avoir confiance aux médecins, mais ça ne suffira pas pour rester en bonne santé. La suivante. Alors, donc, l'OMS, en 2012, nous dit les maladies liées à l'environnement, c'est à peu près 25% des pathologies, des décès dans le monde. Et on voit, regardez, en premier, ce n'est pas le chikungunya. Alors, bien, je rencontre le directeur général de la santé à Paris, qui a fait ses études à Marseille. Il me dit, oh là là, à Vitrolles, il y a un cluster de chikungunya. J'ai dit, ouais, je sais, ma femme, elle y travaille. J'ai dit de mettre une moustiquaire, de ne pas sortir aux heures. Alors, le tigre, il pique à n'importe quelle heure, hein, attention, il faut s'en méfier.
Le moustique normal, il reste là, mais le tigre, il va plus haut aussi. Donc il faut s'en méfier quand même. Mais ce n'est pas que le problème majeur. Le problème majeur, c'est les pathologies chroniques, accident vasculaire cérébral, cardiopathie ischémique, bon, les traumatismes après, cancer et pneumopathie. Et très loin derrière, la diarrhée, la malaria, le paludisme, les facteurs infectieux. Bien sûr qu'il faut traiter l'un, mais il faut l'environnement et la santé, c'est les maladies chroniques. Et vous voyez le chiffre, AVC, cardiopathie ischémique, on est à 4,8 millions de décès dans le monde en 2012. Et vous allez voir que les chiffres ont changé. La suivante. C'est bien parce qu'à gauche, je vois le truc là du coup. Il y a un mois, les 4 grandes sociétés savantes de cardiologie. Alors, tous les cardiologues rêvaient d'aller au congrès de l'American College, l'American Heart. Alors, à l'époque, j'allais à Chicago, à la Nouvelle-Orléans. Enfin, bon, c'était la belle vie. Hein, ça a changé. Maintenant, un interne, il ne peut même pas venir manger une galette, un phare breton. Comment on dit en breton, phare breton? Ok? Madame, vous en prie. Farce-fourne. Oh là là, farce-fourne. Et donc, qu'est-ce qu'ils demandent, ces 4 grandes sociétés savantes? Un appel à l'action pour lutter contre les maladies non transmissibles, ok. Et ils vous disent qu'il y a entre 9 et 12,6 millions de pathologies cardiovasculaires liées à l'environnement, de décès cardiovasculaires, 9 à 12,6 millions, on n'est plus à 4,8 millions, sur les 20 millions de décès dans le monde. La moitié et un peu plus des décès cardiovasculaires dans le monde sont dus à l'environnement, aux pollutions. Et donc, ils nous disent, les sociétés savantes demandent que dans les programmes de formation de base de tous les professionnels de santé, il faut placer ces facteurs de risque au même titre que les facteurs de risque traditionnels, tabac, alcool. Au même niveau, tous les médecins doivent connaître ces facteurs de risque. Et donc, là, voilà, tiens, alors en haut, le bruit, ça augmente l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, cardiopathie ischémique, même la lumière la nuit. Dormez, la lumière éteinte. Hein, alors c'est vrai qu'il y a des mecs, moi j'ai un cousin, il s'est levé, il n'a pas allumé, il est tombé dans l'escalier. Bon, il s'est cassé la cheville. Mais allumez que quand vous vous levez, pas toute la nuit. Bon. Le climat change, la chaleur. Vous savez que tous les Français vont venir passer les vacances en Ille-et-Vilaine. Vous savez pourquoi? Parce que quand il fait chaud, en fait, on meurt du cœur, en premier. On transpire, et donc le sang se dérive pour aller vers la peau pour transpirer. Donc le retour du sang au cœur se fait plus difficilement, et le cœur travaille plus. Et les personnes âgées qui ont déjà des pathologies cardiaques décompensent leur pathologie cardiaque, associée parfois de la déshydratation, etc. Et donc c'est en Haute-Corse, je ne vous conseille pas d'aller en Haute-Corse pendant les canicules, qu'il y a le plus d'hécatombes, de décès dus à la chaleur. Et l'Ille-et-Vilaine, c'est là où il y en a le moins. Donc vous me verrez l'année prochaine, avant que l'OM ne recommence à jouer. Là, alors là, il y a des Brestois, là. C'est pas sympa, hein. Non, on est en pleine dépression et vous nous enfoncez. Non, vraiment, hein. Bon. J'ai gagné, hein, j'avais promis de faire rire, hein, tu vois. La pollution de l'air, vous le savez. Alors, la pollution de l'eau et des aliments, on va parler du cadmium. Hein, pollution des sols. Et les produits chimiques, les pesticides, les biphénols, les PCB, les PFAS, les phtalates. Vous verrez qu'il y a même des pesticides PFAS, c'était une aberration, la totale. La suivante, pardon. Et donc, voilà les recommandations nationales pour l'alimentation. Plan national santé, nutrition. Il faut... Alors, il n'y a pas le phare breton dedans. Hein. 5 fruits et légumes par jour, tout en haut. Vous avez vu en vert? Et des légumes secs, des produits céréaliers, vous verrez. Produits laitiers, alors viande rouge, c'est 500 grammes par semaine, charcuterie, 150 grammes par semaine. Et regardez ce qu'il y a écrit dans les recommandations officielles, privilégier ceux cultivés en bio. C'est une recommandation officielle de l'État, suite à Bionutri-Net, dont je vais vous parler. Donc vous voyez les incohérences entre la politique actuelle et la recommandation très officielle. Alors, qui respecte les recommandations? Alors, en Bretagne, sûrement mieux que chez nous, parce que je vois que des gens minces et qui ont une belle allure. Les 3/4 consomment moins de... Donc, il n'y a qu'un quart qui consomme 5 fruits et légumes par jour. Un tiers consomme plus de 500 grammes par semaine. 2 tiers plus de 150 grammes de charcuterie par semaine. Les légumineuses, et je vous passe les détails sur les oméga 3, les fibres, etc. La suivante.
Et donc ce soir, qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé du pesticide et des PCB. Vous mangez beaucoup de poissons ici? Alors il faut éviter de manger trop de gros poissons, hein, parce qu'ils ont accumulé les polluants, le mercure et les PCB. Hein. Donc l'espadon, le thon, le loup à la sortie de l'estuaire de la Seine qui est extrêmement pollué. Donc. À Marseille, on a un avantage, on mange de la sardine. C'est celle qui a bouché le port de Marseille. Vous vous rappelez? En fait, c'était un bateau, hein, si vous ne l'avez pas su, ça. En fait, on dit la sardine qui a bouché le port de Marseille, c'était un bateau qui a bouché le port. Il s'appelait la sardine. Et donc, est-ce que manger bio, il y a plus de nutriments? Eh bien, regardez entre les consommateurs réguliers. Vous avez plus d'oméga 3, c'est très bon pour le cœur. Et d'acides gras polyinsaturés. Il y a les saturés qui ne sont pas bons, les insaturés qui sont bons. Il y a plus de bêta-carotène, de vitamine B9. C'est l'acide folique, c'est pareil. Hein. Très important de vous le doser. Beaucoup de gens en manquent. Hein. Donc, votre médecin, là, nos 2 collègues, là, lundi, vous allez demander la vitamine B9 d'office et le zinc. Parce que le zinc a des vertus incroyables sur l'immunité et vous protège de la toxicité du cadmium. Vitamine E, fer, le fer, très important, plus de 20%, plus de magnésium, beaucoup d'avantages nutritifs. Une vache nourrie à l'herbe, une vache qui va produire du lait bio nourrie à l'herbe a plus dans son lait d'oméga 3 qu'une vache nourrie avec des tourteaux de soja. Donc, des avantages nutritifs. Deuxièmement, plus le gagnant, bon, je vous passe les détails sur le reste. Et donc, les résidus de pesticides, ça varie entre 2, 4, en tout cas beaucoup moins de pesticides, de résidus de pesticides, qui sont perturbateurs endocriniens pour la plupart, ma collègue vous en parlera après, et moins de cadmium, qui est un des grands problèmes français, le cadmium dans notamment les céréales et les pommes de terre, un peu moins dans les légumes, quoi qu'il y en a aussi dans les épinards, je ne sais pas si vous en faites ici, et dans les laitues. Donc, moins d'éléments toxiques, plus d'éléments nutritifs. Recommandation officielle de l'État. Les pesticides, voilà les rapports de l'INSERM, qu'est-ce qu'ils donnent aux agriculteurs en premier, parce qu'évidemment, c'est ceux qui sont les plus touchés parce qu'ils les manipulent. Spermatogénèse humaine et fertilité. Est-ce qu'il y a des jeunes ici, là? Vous avez des enfants, cher monsieur? Oui. Bon, alors il fallait me dire non. Est-ce que vous voulez en avoir? Oui. Et donc là, mon conseil, c'est vous allez les mettre au frigo rapidement, vos spermatozoïdes. Hein. Parce que moi, j'ai démarré à 100 millions par millimètre cube. Voilà, il est jeune. Il est à largement moins de 50. Donc là, il y a un plan fertilité. Mais ça commence par beaucoup de presque 20% de couples ont du mal à procréer parce qu'il y a tous ces produits chimiques, dont les pesticides, qui vont aggraver. Donc si tu veux avoir des enfants, tu cours demain au labo. Alors les ovaires, ils morflent aussi, mais c'est plus facile de faire un spermogramme que d'aller analyser les ovaires. Hein. Troubles, maladies neurogénératives, Parkinson, maladie professionnelle de l'agriculteur, tout comme le lymphome hodgkinien, le myélome, le cancer de la prostate. Quand il y a 2 croix, c'est très significatif. Les troubles du neurodéveloppement, parce qu'il y a beaucoup de pesticides qui étaient neurotoxiques. Et depuis 2021, cancer chez l'enfant en cas d'exposition pendant la grossesse. Donc si vous habitez près d'un champ, et l'étude Pestirive l'a montré évidemment, pas qu'à 5 mètres comme l'épandage est autorisé, c'est 5-10 mètres, quand il n'y a pas de vent, moins de 29 km/h, patati patata, même à 1 km, évidemment, vous êtes touché. Donc il y a des précautions individuelles à prendre et surtout une collaboration avec les non-bio, les agriculteurs, pour qu'ils vous préviennent que vous ne rentriez pas avec les chaussures, que vous n'étendiez pas le linge dehors, que vous nettoyez le chien avant qu'il rentre, parce que le chien dehors, évidemment, il va rentrer et le petit va tripoter le chien. Et donc, sur risque de cancer du cerveau de l'enfant en cas d'exposition résidentielle ou en cas d'exposition de la mère pendant la grossesse. Troubles cognitifs, là aussi pareil, ça favorise, et bronchopneumopathie, surtout pour les agriculteurs qui manipulent des produits aussi toxiques pour les poumons. La suivante. Et là, c'est pour vous dire qu'on ne vient pas de nulle part. Nous avons 70% d'ADN commun avec l'oursin. Et avec la banane, combien? 50%, je ne te prends pas pour une banane, hein, 50% d'ADN commun avec la banane. Et cette étude montre, de mon ami Pierre-Henri Villard, que les petites doses de chlordécone, vous savez ce pesticide aux Antilles, associé à du propylparabène, qui est un conservateur qu'on trouve dans la bouffe ou dans les cosmétiques, hein, eh bien, à toute petite dose, la réaction sur le récepteur aux androgènes, les oursins ont les mêmes récepteurs aux androgènes, aux hormones mâles que nous, ou le même récepteur thyroïdien, le TR-bêta. Hein. Les oursins ont les mêmes récepteurs que nous, de certains organes. C'est quand même prodigieux. Hein. Eh bien, à toute petite dose de chlordécone et à dose moyenne de propylparabène, il y a un effet beaucoup plus fort qu'à forte dose.
Donc là, on va vous expliquer qu'il faut réduire au maximum le taux de ces perturbateurs endocriniens, dont les pesticides, une grande partie le sont. Ce n'est pas si simple que ça. Mais on a trouvé que ça comme solution, réduire votre exposition, et le bio est un élément essentiel. La suivante. Et donc, BioNutrinet a été fait donc, par mon ami Denis Léron et Emmanuel Casguillot. Si vous mangez bio, 100% bio, ce n'est pas possible, hein, sauf peut-être ici, mais bon. Meilleur profil alimentaire, on est d'accord. Regardez, moins d'exposition aux produits chimiques, là on est d'accord, on vient d'en a parlé. Un risque de surpoids et d'obésité qui est diminué de 50 et de 31% pour l'obésité. Un risque cardiovasculaire qui est diminué de 31%. Un risque de diabète de type 2 de 35%. Et pompon, un risque de développer le cancer de moins 25% en tenant compte des autres facteurs, tabac, alcool et tout. C'est ça qui a fait que c'est une recommandation officielle de l'État. Les cancers, 433 000, l'OMS dit qu'en France, ce n'est pas 433, c'est 483 000 en 2022. Parce qu'on n'a pas de registre. Donc l'OMS a une autre façon de calculer. Et tu parlais des cancers des jeunes. Le cancer du cerveau des moins de 40 ans augmente de 6% par an. Le cancer du sein chez la femme des moins de 40 ans augmente de 1,6% par an. Le cancer du rein, 4,5%. Donc on aurait de nous dire, c'est que parce qu'on dépiste mieux. On ne dépiste pas mieux. En Europe, on dépiste plus le cancer du sein que chez nous. 54% contre 45%. Et pour le côlon, c'est pareil, il y a 15 points d'écart de moins. Donc quand on vous dit on dépiste bien, bon, les gens vieillissent, oui, en effet, mais ça n'explique pas chez les moins de 40 ans et le fait qu'on ne dépiste pas mieux, même moins bien qu'en Europe. Il faut vous dépister quand même, hein, on est d'accord. Hein. Donc, moins 25% de risque de cancer en moins. Premier, c'est prostate, cancer du professionnel de l'agriculteur. Et sein, c'est des cancers hormonodépendants. Donc, il y a un enjeu. Moi, je prends. Hein. C'est 70 000 personnes suivies sur peu de temps, 5 ans, augmentation. Donc, chaque fois que vous allez augmenter les aliments bio d'à peu près 15%, vous avez une réduction du risque de cancer de 8%. Celle-là, elle est extraordinaire. Étude de Harvard, sur plus de 20 ans, sur 160 000 personnes. On vous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Okay ? Eh bien là, en fonction de ce que mangeaient les gens, ils savent que, par exemple, dans le raisin, les cerises, les fraises, il y a beaucoup de pesticides. Et dans les légumes, c'est les endives, le fenouil et les salades. Si vous mangez plus de 4 fruits et légumes par jour par rapport à ceux qui n'en mangent pas, si ces fruits et légumes sont peu contaminés, donc bio, on va dire que c'est peu contaminé, vous avez un risque de mourir de moins 36%. Si vous mangez bio, 4 fruits et légumes peu contaminés, donc bio, ce n'est pas du bio, mais c'était peu contaminé, moins 36% de risque de mortalité. Si par contre ces 4 fruits et légumes et plus par jour sont très contaminés, il n'y a pas de différence de mortalité, vous perdez le bénéfice de la baisse de mortalité. Celle-là, elle est quand même incroyable. Hein. Alors, quand même, on dit, en effet, c'est les femmes surtout qui s'occupent mieux d'elles. De toute façon, les femmes sont plus intelligentes que les hommes, il faut le dire. Ben oui. D'ailleurs, dans les salles où j'interviens, les 3 quarts, c'est des femmes. Ici, c'est pareil. Alors, des mecs, je vous prendrai en photo avec moi, hein, parce que c'est rare. Hein. Donc, celle-là est extraordinaire. Hein. Pas de bénéfice si ces fruits et légumes sont contaminés. Alors, quand vous allez voir le maire pour lui dire ça, je dirais à la cantine, à la cantine. Alors, j'ai vu qu'à Brest, il y avait 80% de bio à la cantine, c'est extraordinaire. À Montsartou, ils sont à 100%, mais c'est 10 000 habitants. C'était l'exemple en France. À Lyon, métropole, 50%. C'est déjà extraordinaire. Mais 80%, chapeau. Et donc, il y a aussi le cadmium. Il n'y a pas que les pesticides. Je vous en parle. Le cadmium, c'est un métal lourd qui est présent naturellement dans les sols, mais qu'on rajoute à cause des engrais de phosphate dans l'agriculture conventionnelle qu'on achète dans des pays, notamment le Maroc, ils n'ont pas de chance, où il y a beaucoup de cadmium dans ces engrais. Ça va dans le sol, ça ne peut sortir que par la plante, essentiellement. Les pommes de terre et ses dérivés, donc, et les céréales et ses dérivés, le pain. Les 2 plus gros contributeurs chez l'adulte sont les pommes de terre et dérivés, le pain et dérivés. Après viennent les pâtes, et chez les enfants, c'est de là et les céréales. Après, il y a des aliments qui le concentrent beaucoup. Si vous faites des huîtres tous les jours, vous allez avoir un taux comme ça. Si vous faites des abats, parce que le cadmium se fout dans les reins, dans vos reins, dans votre foie, vous allez en avoir beaucoup. Mais globalement, les enfants sont particulièrement touchés. Regardez l'étude ENNS, c'était il y a 20 ans en France. Les adultes avaient en moyenne 0,29, avec une différence pour les hommes et les femmes. Et 10 ans après, dans l'étude Esteban, on est passé de 0,29 en moyenne à 0,57, avec une différence considérable entre les hommes et les femmes.
Pourquoi? Parce que dans votre intestin, quand vous mangez, par exemple, des céréales, du pain, par exemple, il y a du cadmium dedans, l'absorption intestinale est faible, à peu près 5%. Mais il y a une compétition dans l'intestin avec les autres métaux. Il y a une sorte de transporteur qui fait rentrer le métal dans le corps, du tube digestif dans le corps. Si vous manquez de fer, de cuivre, de zinc, le cadmium va prendre la place. Et il y a 25% de femmes qui manquent de fer. Donc je vois des femmes jeunes, vous allez me faire une ferritine en plus du zinc, et il ne faut pas avoir 30, il faut avoir au-dessus de 50. D'ailleurs, après 50 ans, on ne vous dit pas c'est 30 qu'il faut avoir, c'est au moins 50. Il faut soigner les baisses de fer, ça diminuera l'absorption intestinale du cadmium qui peut être multipliée par 4. Et les femmes, vous avez vu, 0,68 en moyenne contre 0,47 sur les hommes. Très important. Et les enfants, alors, les enfants, en moyenne, les enfants de 6-10 ans ont 0,31, plus que les adultes en moyenne, ça allait jusqu'à 75 ans, 10 ans avant. Moi, j'ai un collègue qui m'a appelé, il m'a dit, j'ai fait doser ma fille de 7 ans, elle a 0,41, 3 fois plus que moi, qui ai 60 ans de plus. Il m'a dit, je lui donnais, alors, il faut te dire, il n'y a pas que le bio, je lui donne bio, mais elle mangeait des algues 2 fois par semaine. Il lui donnait des algues parce qu'il pensait que c'était bon. Et les algues, comme les mollusques, c'est bourré. Donc, si vous donnez des algues à vos enfants ou à vous, hein, préférez l'huile d'olive, c'est l'avantage du Sud. La suivante. Bon, la suivante. Et donc, à partir de hier, la commission de la Caisse nationale d'assurance maladie a validé le remboursement du cadmium dans les urines. Un produit donc qui va rester qui va s'accumuler dans votre organisme toute la vie. Ça coûtera 27,50 €. Et donc, sur prescription médicale, vous pourrez savoir si vous avez de combien vous êtes contaminé et prendre les mesures de dépistage des pathologies qui sont liées. Voilà les produits, donc les algues, le chocolat, mais le chocolat n'a rien à voir avec les engrais, c'est parce que les sols sud-américains sont particulièrement riches en cadmium et que les fèves de cacao concentrent le cadmium. La suivante. La suivante, on passe. L'étude Alimentation Total 3 qui est sortie a montré que les enfants étaient encore plus contaminés que la précédente. Bon, passons. Voilà. Et voilà toutes les pathologies qui sont liées. Oh, 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 oh. D'abord, ça altère les neurones. J'ai un cousin qui habite à La Rochelle. Il bouffe des huîtres 2 fois par semaine depuis 30 ans. Il a une neuropathie due au cadmium. Personne ne connaît. Hein. J'ai intervenu au Congrès national des neurologues. J'ai dit, qui a lu une étude sur les 17 800 études sur cadmium et santé qu'il y a dans la bibliothèque mondiale? Il n'y a qu'un neurologue sur 100 qui a levé la main. Et les généralistes, peut-être, je ne vais pas demander, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc, toxicité, bonne disease, ça, à partir de 0,50, vous avez vu la moyenne des femmes, c'est 0,68. À partir de 0,50, ça double le risque de fracture du col du fémur. Il y a 450 000 fractures du col du fémur par an en France. Déjà, rien que ça, il y a un enjeu. Sur le risque cardiovasculaire, dès 0, il n'y a pas de taux, ça monte, et à 0,50, cette fameuse dose où on croyait qu'il n'y avait que là qu'apparaissaient les signes, ça multiplie par 2,7 le risque cardiovasculaire. 2,7, autant qu'un fumeur pour le risque des coronaires. Ça abîme vos reins, ça favorise les cancers du rein, c'est toxique pour le pancréas, et donc pour les cancers. Plus vous en avez, plus vous avez de chances d'avoir un cancer du sein, du poumon, du pancréas. Ça a un lien avec le cancer du pancréas. Évidemment, ce n'est pas la seule cause. Sinon, tous les fumeurs ont un cancer du poumon et tous ceux qui ont beaucoup de cadmium ont un cancer du pancréas. On est bien d'accord. Mais c'est un facteur de risque. Il y a une étude qui est sortie là il y a quelques jours qui le confirme. C'est toxique pour la reproduction, cher monsieur, pour vos machins, mais aussi pour les ovaires. C'est une litanie de toxicité. Donc les céréales au petit déjeuner, sans chocolat et bio. Plutôt des flocons d'avoine. Parce que c'est le plus toxique, c'est le blé dur, le blé tendre. C'est ce qui en concentre le plus. On a fait des fiches sur le cadmium sur notre site à la CEF. Vous pourrez voir les conseils alimentaires. C'est tout gratuit, puisque nous, on est tous bénévoles et gratuits. Allez, la suivante. On passe, voilà le risque cardiovasculaire que je vous ai expliqué. Suivante. Voilà les fiches. Vous les trouverez sur le site. Comment changer. Par exemple, à 4 heures, je ne lui donne pas des céréales. Je lui donne un fruit bio.
Et je lui donne éventuellement un petit bout de pain avec un petit bout de fromage. Ou un yaourt. Mais je ne donne pas le bol de céréales. Surtout au chocolat. Et les biscuits salés sucrés aussi, c'est pareil. Il faut arrêter les biscuits sacrés, les biscuits sucrés. La suivante. Là, c'est la deuxième. Patati. Next one. Et donc, j'en reviens aux pesticides pour vous dire que dans 80% des fruits de l'agriculture conventionnelle, vous trouvez un résidu de pesticides, où il y a dans plus de la moitié des cas un résidu cancérigène, mutagène, reprotoxique. Dans 67% des cas, un pesticide, un résidu perturbateur endocrinien, et dans 34%, un résidu PFAS. Il y en a un peu moins dans les légumes, 48%. Pour les alcoolos, attention, du vin bio. Les pesticides PFAS, la suivante, vous savez, c'est, regardez, qui a une veste là? Les PFAS, toi tu as droit. Les PFAS, ça repousse, vous savez, c'est la poêle Tefal, ça repousse l'eau et le gras. C'est les vêtements pour le ski. C'est le fart pour le ski, c'est l'imperméabilisant des chaussures. Mais vous en trouvez dans les vêtements. Regardez. Tiens, mets-toi debout. Oui, sur la marche, mets-toi debout. Encore, c'est pas de l'huile, tu as de la chance, c'est pas de l'huile. Il travaille sur les microplastiques. Alors, Gore-Tex essaie de changer ses formules pour enlever les PFAS. Patagonia, puisqu'il y a beaucoup de marins ici, fait sans PFAS. Parce qu'on comprend qu'il faille un truc imperméable quand on va faire du bateau. Hein. Mais, donc, renseignez-vous quand vous achetez un vêtement qu'il n'y ait pas de PFAS dedans. Et donc, sur la truc, si ça ne prend pas l'eau, c'est qu'il y a des PFAS dedans. Oh, peut-être. Oh, il y en a. Oh. Il y a eu des agriculteurs bio qui ont été contaminés par des boues qui sont mis comme compost, qui étaient contaminés. Et donc, vous avez entendu parler de ce scandale. Donc, ces PFAS, eh bien, il y a des pesticides PFAS. 12% des pesticides ont des PFAS. Donc, non seulement il y a la pollution qui vient de tous ces déchets qui sont faits, et nos stations d'épuration ne sont pas capables de les éliminer, mais aussi on fout carrément des PFAS dans la terre, qui vont remonter dans la plante. Et donc le Haut Conseil de la stratégie aux plantes 2025 a fait un rapport disant qu'il y avait un quart des adolescents français qui affichaient des concentrations de PFAS, on va dire, inquiétantes. Le coût de la mortalité en Europe, jusqu'à 84 milliards d'euros, on passe. Et voilà la litanie des pathologies liées au PFAS. Ça baisse votre immunité, ça augmente votre cholestérol et vos risques cardiovasculaires, ça altère votre foie, ça favorise le cancer du rein, le cancer du testicule. Les enfants de petits poids de naissance, ça altère la qualité du sperme, ça favorise l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques. C'est une horreur, quoi. Et eux aussi, ils persistent. Moins longtemps que le cadmium, mais ils persistent. C'est les deux grands problèmes à venir de l'environnement, ça va être ces deux produits. Enfin, cette famille de produits et le cadmium. Et j'en ai terminé. Et donc là, ça, c'est la dernière mamie au Rotary qui m'a dit ça. Il faut bien mourir de quelque chose. Ouais, quand c'est ton fils, ta fille, ta mère, ta femme, pas pareil. Et là, intervient ma belle-mère. Toi, tu as donné des... Ah ben voilà, tu es un peu... Viens voir. Tu veux bien? Et regarde le public. Et je l'ai pris parce qu'il a tout à fait son regard. Bon. Et donc, il y a un magasin bio. Je ne te lâche pas. Hein. On sent que tu m'aimes. Hein. Et donc, il y a un magasin bio et un pas bio. Je dis, belle maman, c'est le même prix. Parce que je sais que les producteurs de lait bio, à la production, c'est moins cher que le non bio. Vous le saviez, ça? Hein, seulement après, boum. Alors, à Lyon, ils s'en sortent parce qu'ils font la transformation eux-mêmes. Et donc, ils arrivent à vendre. Sinon, dans le Nord, à Douai, je vous en parlais, 0,45 contre 0,50 pour le conventionnel. Ils ne le vendent pas, il va le mélanger à la coopérative avec le conventionnel. Belle maman. Les pommes, c'est le même prix. Et bio, c'est pas bio. On va aller au magasin bio, c'est meilleur pour votre santé. Vous êtes d'accord, belle maman? Pourquoi? C'est très ressemblant. Je reprends. Je suis obligé de répéter plusieurs fois des fois. On va aller au bio parce que c'est meilleur pour votre santé. Mais je ne suis pas malade, moi. Vous pouvez répéter? Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Elle a trouvé la cohérence à ne pas le faire.
si vous arrivez à basculer les gens un tout petit peu, positivement, eh bien, ils vont vouloir être cohérents à nouveau. Et à ce moment-là, continuez à faire des petites choses positives. Vous ne pourrez pas tout changer, mais commencez par leur dire, achetez des fruits bio, achetez des fruits bio. Hein? On applaudit, belle maman. Bon, la suivante, on y est presque. Et donc, voilà, l'illusion, c'est moi qui l'ai inventé ça, hein, l'illusion mensongère de moi tout-puissant. La vérité fait peur, parce qu'on est vulnérable. Eh ouais, nous, on le sait qu'on est vulnérable, hein, on fait ça toute la journée. Mais on croit que, voilà, l'illusion mensongère du moi tout-puissant et la recherche de cohérence dans les bonnes comme dans les mauvaises actions. La suivante. Et donc, voilà, il faut que ça vous parle à vous. Ce soir, il faut que ça vous parle à vous. Et après, moi j'ai eu la chance, j'ai croisé le Dalai Lama. Alors, il ne me l'a pas dit personnellement, le Dalai Lama a dit, pour bien s'occuper des autres, il faut d'abord bien s'occuper de soi. Ce n'est pas une honte de bien s'occuper de soi. Hein? Occupez-vous de vous. La suivante, on y est presque. Et dans ça, c'est un projet unique en France avec Solagro. Vous connaissez Solagro? Bien. Et bien donc, avec le pays de Douai et le pays d'Armagnac, ainsi que Bio Hauts-de-France, c'est une agriculture au service de la santé et de l'environnement, des territoires. C'est-à-dire qu'on a valorisé avec Sylvain Chameau, qui est responsable d'un service à Amiens des pathologies professionnelles des agriculteurs, on a valorisé le bénéfice en termes de maladies économisées, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, etc. On donne de l'argent aux agriculteurs en plus des services environnementaux. On leur donne pour les services santé. Alors, il y a une échelle. Au maximum, ça va être pour le bio, mais il y a la transition qui va être rémunérée un peu moins. Et donc, la collectivité a suivi. Et donc, c'est unique en France. Je vous recommande d'y penser ici, puisque ça parle à beaucoup. Paiement pour service. Alors, donc, c'est nous qui avons fait, avec Sylvain Chameau, la validation du coût économisé qui va être versé aux agriculteurs, mais c'est une nouveauté en France. Et donc, je vous recommande de vous y intéresser. Solagro est tout à fait ouvert. Là. Ça a eu le prix au niveau du ministère parce que c'est tout à fait une innovation assez rare. Je leur ai dit, le premier truc, c'est qu'il faut que vous puissiez vendre votre production. Donc, il faut que la collectivité elle soit dans le coup. Dans les écoles, bon, ici, c'est particulièrement important, mais le premier truc, c'est qu'ils puissent vivre. Hein, bio ou pas bio, mais qu'ils puissent vivre. Et donc, il faut absolument que les collectivités soient dans le coup. Et la dernière, on y est presque. J'ai eu la chance de faire la préface de ce livre, Notre santé et la biodiversité, à Hubert Reeves. Je lui ai demandé, Hubert, êtes-vous optimiste ou pessimiste? Il m'a dit, Pierre, ni l'un ni l'autre, mais je suis déterminé. Soyez déterminé et prenez soin de vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre Sauvé, pour toutes ces explications. Cette table ronde, elle a souhaité réunir donc des médecins, mais aussi des professionnels du monde de la santé qui gravitent autour de ces médecins. Et c'est au travers la parole de Jocelyne Leroux que nous allons mieux connaître le monde des mutuelles. L'histoire des mutuelles, on peut d'ailleurs la découvrir dans un livre auquel vous avez participé. Ça s'appelle « Santé planétaire, le temps des solutions mutualistes ». Alors peut-être en quelques mots, pourriez-vous nous dire quelques mots de l'histoire et des valeurs qui guident les mutuelles, puis nous parler plus longuement de la création d'une nouvelle association, elle a 1 an et demi me semble-t-il, Mutuelle pour la santé planétaire. Vous y combattez notamment les pesticides et ça aussi on le découvre dans l'ouvrage. Quelles réflexions ont poussé à la naissance de cette association de mutuelles ? Merci de me donner la parole, mais c'est compliqué d'intervenir après Pierre Sauvé qui nous a fait en fait. Enfin, c'était très intéressant. C'est vrai que moi je ne suis pas du tout une experte, hein, je ne suis pas médecin, donc c'est vrai que je travaille en mutualité depuis déjà quelques années. Et les mutuelles, en fait, elles sont nées, bon, ça fait très très longtemps, on va dire, ça fait 4 siècles déjà que les mutuelles existent, mais plutôt au siècle dernier, puisque des femmes, des hommes, en fait, qui travaillaient surtout soit dans l'agriculture, soit dans l'artisanat, mais également en fait dans la métallurgie, ont décidé en fait de s'unir pour faire face en fait à des coups durs. Les coups durs, c'était quoi en fait à l'époque? C'était soit manque de travail, la maladie, etc., etc. Et ce qui a toujours animé les mutuelles, en fait, c'était surtout la prévention. Donc voilà, on avait besoin de s'unir pour faire face en fait aux aléas de la vie, et il faut continuer. Alors aujourd'hui, on n'en est plus là parce que même si
on était en fait précurseurs et c'est grâce aux mutuelles que la sécurité sociale existe aujourd'hui. Donc la sécurité sociale, elle a eu 80 ans. On a fêté son anniversaire l'année dernière, 80 ans, c'est pas rien. Mais nous, en tant que mutuelle, on intervient toujours en fait en complément de la sécurité sociale. Donc en complément, ça veut dire qu'on n'est que sur le curatif. Donc on l'a bien vu, on voit qu'on a une explosion des maladies chroniques aujourd'hui. Donc c'est une personne sur 3 en fait qui est atteinte d'une maladie chronique. Hein. On l'a vu, les cancers, les maladies neurodégénératives, le cadmium, enfin bref, tous ces pesticides qui arrivent. Et si pendant quelque temps, en fait, on a été plutôt silencieux depuis un certain temps, parce que je vous ai dit, notre rôle, c'était évidemment de vous alerter, en fait, de vous proposer aussi des actions de prévention pour éviter que l'on tombe malade, mais on n'a pas toujours joué notre rôle. Et on s'est dit, il y a très peu de temps, si on ne l'a pas joué aussi, c'est parce qu'on a une petite histoire, c'est que malheureusement, les directives européennes sont arrivées il y a déjà depuis les années 2000 et qu'on a eu une nouvelle réglementation en fait qui est arrivée et qui voilà, on est obligé de l'appliquer aujourd'hui. Donc on n'est plus dans notre véritable rôle en fait de prévenir, mais on agit en fait en fonction de ce qu'on nous demande. Et ce qui nous a alertés ces derniers temps, c'est parce qu'on est parti du constat qu'il y a quelque temps, en 1907, il y a un matériau en fait miracle qui est arrivé en fait, qui s'appelait l'amiante, et on l'a utilisé en fait à outrance pendant 90 ans. On a utilisé en fait ce matériau parce qu'il était magique, il nous a permis de faire énormément de choses. Sauf qu'on est tous tombés malades, effectivement. On a eu en fait des fibroses et puis d'autres cancers en fait qui sont arrivés avec ce minéral en fait qui n'était pas très très sain. Et on s'est dit, il nous a fallu 90 ans pour faire en sorte que ça n'existe plus, ce matériel, parce que nous, en tant que mutuelle, on a accompagné les victimes, donc les victimes en fait de l'amiante. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Il arrive la même chose avec les pesticides. On ne peut pas laisser ça faire pendant encore 90 ans. Donc c'est le moment d'agir. Et c'est pour cela qu'on a voulu créer en fait ce collectif des mutuelles pour la santé planétaire, pour justement alerter les populations autour de nous, donc vous, mais vous êtes déjà très sensible évidemment à ces pesticides parce que vous travaillez dans le bio, mais tout le monde ne connaît pas évidemment donc, les maladies que ça amène, hein, même si là on vient de le voir, c'est important. Et c'est pour ça qu'on a créé en fait cette association, ce collectif en fait des mutuelles pour la santé planétaire. Notre rôle évidemment c'est d'alerter la population autour de nous. Donc, c'est ce qu'on a commencé à faire cette année, parce qu'on est une petite... ça fait une année et demie à peu près qu'on existe, mais on a commencé en fait à faire on appelle ça en fait l'Odyssée pour la santé planétaire. On a commencé à faire un petit tour d'Europe, donc on est parti de Bruxelles au mois d'octobre dernier, pour pouvoir en fait s'arrêter en fait soit dans les... Enfin, à Bruxelles, on s'arrêtait dans les universités pour alerter évidemment sur les conséquences en fait des pesticides sur la santé. Et après, on s'est arrêté en fait dans tous les villages en fait sur lesquels on passait. Donc c'est un tour d'Europe qui n'a fait que 9 étapes l'année dernière, mais on va le recommencer cette année. Mais là, c'est pour pouvoir alerter. Ce qui nous anime évidemment, c'est parce que on veut alerter, on veut prévenir plutôt que guérir. On est sur un système qui est basé sur le curatif. Aujourd'hui, il y a 2% en fait, du budget qui est consacré en fait, à la prévention. 2%, c'est absolument rien du tout. Et je sais que les mutuelles, il y a un mutuel bashing qui existe autour de nous parce que vos cotisations de mutuelles en fait, augmentent d'année en année. Et nous, ce qu'on souhaiterait, évidemment, c'est qu'elles n'augmentent pas. Alors, elles augmentent, évidemment, parce que il y a là, soigner devient de plus en plus cher. Donc, soigner ces maladies, ça coûte de plus en plus cher. Et on ne pourra pas continuer indéfiniment comme ça. Donc, je vous disais en préambule, c'était une personne sur trois aujourd'hui qui est atteinte de maladies chroniques. Demain, ce sera peut-être une personne sur 2 et puis encore plus. C'est pour ça qu'on souhaite en fait alerter autour de nous. Donc, et c'est aussi en ce sens qu'on a voulu créer en fait ce collectif pour la santé planétaire. Alors, on continue de rencontrer aussi chacun des intervenants de cette table ronde. Et c'est à vous, Estelle Michelet, que j'aimerais poser une question là. Je le disais en introduction, vous êtes membre du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest.
Je pense que grâce à votre témoignage, c'est un autre regard qu'on peut aussi avoir aujourd'hui sur les pesticides. Quel rôle joue ce collectif et qu'est-ce qui vous a poussé à vous y investir? Ok, bonjour, bonjour à toutes, tous. Alors, ça a été une de tes remarques, Pierre, hein, sur l'aspect, les premières victimes des pesticides, ce sont ceux qui les utilisent en priorité, en l'occurrence les agriculteurs. Mais il n'y a pas que les agriculteurs, effectivement. Ce collectif, il s'appelle le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un collectif qui s'est créé il y a une dizaine d'années, 2015. Il y a 750 adhérents à peu près. Et c'est 320 dossiers de maladies pro qui ont été accompagnés. Donc c'est une grosse boutique. Leur mission, hein, c'est dès le départ, c'est sortir des pesticides, ça c'est clair, à l'inverse de phytovictime notamment, qui n'est pas tout à fait sur le même créneau. L'idée, c'est qu'ils soutiennent au quotidien les malades et leurs familles dans les démarches. Ils accompagnent les riverains qui en font la demande également. Ils sont quand même beaucoup dans l'alerte des pouvoirs publics, des soignants. Ça, c'est vraiment leur cœur de métier. Leur quotidien, et du coup, en les accompagnant, je me rends vraiment compte, c'est le soutien dans les démarches administratives auprès notamment de la MSA, qui n'est pas la caisse la plus facile. Euphémisme. Donc, c'est vraiment très particulier, c'est-à-dire pour le monde de la maladie professionnelle, et à commencer par les médecins généralistes d'ailleurs, c'est un cours qui fait quelques heures à la fac. On n'y comprend pas grand-chose au tableau de maladie professionnelle. Et pour autant, en tant que médecin généraliste, on va être amené à devoir les déclarer, ces maladies professionnelles. Donc, pour mémoire, hein, c'était pas une évidence la déclaration, la reconnaissance des maladies professionnelles dans le milieu agricole. C'est pas très bien vu d'ailleurs. Hein. Aller chercher une reconnaissance d'une maladie professionnelle, ça peut exclure aussi de son cercle amical, professionnel. Et ça, on les entend raconter ça. Il y a une espèce de gêne ou de culpabilité ou de trahison, hein, parfois pour certains agriculteurs conventionnels. Alors peut-être que parmi vous, il y a des ex-conventionnels, j'en suis quasiment sûre. Donc il y a cette problématique dans le collectif, en tout cas, c'est de constater qu'il y a une sous-déclaration et une sous-reconnaissance des maladies professionnelles. Les chiffres, ils ne sont pas du tout à jour. C'est lié au fait qu'il y ait peu de données, en fait, qui a permis de faire des tableaux de maladies pro. Il y a très peu de tableaux, il y a à peine une dizaine. Quand il y en a, soit ils ne sont pas connus, ni des agriculteurs, ni des spécialistes concernés par les maladies. Il y a quelques freins aussi médicaux à la déclaration des maladies professionnelles. On pourrait en discuter, mais bon, c'est encore autre chose. Et ça, c'est aussi ma partie d'aller un peu au contact et de leur rappeler que c'est le devoir du médecin traitant de déclarer les maladies pro. Et puis, il y a quand même cette idée, quand on est en contact avec les agriculteurs et leurs familles, l'agriculteur conventionnel malade, c'est pas la meilleure victime, quoi. On est un peu dans l'empoisonneur empoisonné. Donc ça crée un ensemble qui rend pas facile l'abord de ces patients-là, de ces travailleurs, et de les voir malades de leur travail. C'est un truc qui pique un peu. Hein. Pour le coup, c'est pas du tout mon milieu habituel, mais clairement, c'est assez désarmant en fait. Alors pourquoi j'arrive là, moi? Donc je suis généraliste, la moitié du temps dans un cabinet. Je fais plutôt de la pédia et de la gynéco. Et puis j'ai une patiente, c'est Joëlle, et elle a 75 ans, il y a quelques années, et elle a un lymphome. Bon, lymphome, c'est un peu la pathologie du vieux, quoi. Hein. Tout le monde a un lymphome passé un certain âge. Et en fait, non, elle est persuadée que c'est pas son âge, parce qu'en fait, son terrain, il est totalement bordé. Je m'en suis rendu compte en allant en visite quand elle était par terre avec ses chimios. Son terrain, il est bordé intégralement de champs de maïs. Et donc pour elle, ça ne fait pas un pli. C'est son voisin avec son pulvé toutes les semaines là, qui est responsable. Donc moi, je l'écoute, mais comme bon, elle est un peu vieille, un peu perchée, je tilte pas. Et ça, c'était il y a 5 ans. C'est juste pour... mais assez naïve. Et elle m'explique quand même qu'à chaque fois que du coup son voisin sort avec son pulvé, elle a un drap et elle le tend. Et il y a marqué « J'ai un lymphome ». Je n'aurais pas voulu être le voisin. Mais et ça m'a vraiment interpellée. Et j'ai vraiment pensé pour Joëlle en ce moment parce qu'elle récidive son lymphome cérébral. Et donc, je fais une petite dédicace pour ma patiente.
Et ça m'a amené à me renseigner un peu quand même, parce que cette dame, elle avait fait un peu de recherche. Et c'est là que je suis tombée sur des super bouquins. Mais vous connaissez Legendre et Silence dans les champs. Et il y a aussi un bouquin que je voulais amener, parce que vraiment, c'est pas mon chevet, mais quand même, c'est L'agriculture empoisonnée, de deux sociaux géniaux. J'ai pas d'action. C'est Prété et Jouzel. Et c'est vraiment, ils reprennent toute l'histoire et la mécanique dans la déclaration de maladie professionnelle, toute la culpabilité, la difficulté, c'est désarmant. Bref, et dans ce bouquin, notamment, il parle du collectif. Et pour moi, c'était là une évidence. Ok, j'avais peut-être quelque chose à faire, en tout cas, avec ce collectif. Donc, voilà. Donc les données sont connues sur la nocivité des pesticides. Vous nous en avez fait part de différentes manières, chacune et chacun. Et pourtant, on forçait de constater que les choses n'évoluent pas, ou peu, ou voire qu'elles évoluent, mais alors pas dans le bon sens. Pierre Souvé, vous avez été dans les médias pour le cadmium, vous avez été lanceur d'alerte avec votre association. Quel retour, quelle est la réception que vous avez de vos dénonciations ? Le public commence quand même à mieux appréhender les choses, mais au niveau du ministère, je vous donne juste une anecdote. Une médecin qui s'était beaucoup engagée en santé environnement est devenue la conseillère du ministre de l'écologie, Mme Pannier-Runacher, puis de Mme Barbu, la nouvelle ministre. Donc je l'appelle pour une réunion à Paris, je dis est-ce qu'on se voit ? Elle me dit non, je viens de démissionner, parce que j'en pouvais plus, après on s'est appelé, j'en pouvais plus de me battre et de perdre tous les arbitrages que proposait la santé et l'écologie face donc au ministère auquel vous pouvez penser. Voilà. Pour le cadmium, normalement, il va y avoir une diminution de l'arrêté du taux, enfin, l'arrêté montrant la baisse du taux que réclame l'ANSES, l'Agence nationale sanitaire, à 20 mg kilo. Ils n'iront pas à 20, mais la France est encore au-dessus des normes européennes. Elle est à 90, l'Europe c'est à 60, pour vous dire. La France est toujours à 90, alors que l'Europe l'a fait depuis 7-8 ans. Donc quand on dit que la France a des normes plus sévères que l'Europe pour le cadmium, c'est faux, c'est l'inverse. Et bien donc, il y a eu peut-être un accord, un décret sortira, mais comme il y avait le salon de l'agriculture, il fallait faire motus et bouche cousue. Donc vous voyez qu'au niveau des ministères, c'est très, très compliqué, surtout en ce moment. Et on le voit avec Duplon, etc. Où c'est une litanie de recours, alors que la science nous dit exactement l'inverse. Mais il faut... Ça s'appelle quoi, la résilience, là, hein? Ou un coup d'avance ? Il ne faut pas perdre son sang-froid, il faut faire de la régulation émotionnelle, parce que souvent, j'ai eu envie d'en étrangler quelques-uns. Hein? Régulation émotionnelle. Pour abonder sur ce que Pierre vient de dire, personnellement, en tant que médecin, je pense que la médecine est malade de quelque chose, et c'est de vouloir toujours, quand on reprendre les données qui sont déjà établies pour en fournir encore d'autres. Il me semble qu'avec tout ce qui est déjà montré par les plus brillants scientifiques, les plus grandes universités, on se demande pourquoi il faut encore lancer des cohortes et des études pour de nouveau retrouver la même chose dans 10 ans. Enfin, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça comme machinerie ? Et le genre de machinerie qu'on peut trouver, je l'ai appris hier en écoutant France Inter, Marc-André Sellos, qui vient de nous dire que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité des aliments, qui publie l'étude Alimentation Totale 3, dans laquelle ils ont reconfirmé les dangers des métaux lourds et du cadmium en particulier, eh bien cette agence indépendante vient de passer sous la coupe du ministère de l'Agriculture. Et donc la messe est dite. L'ANSES perd son indépendance et elle travaillera maintenant sur ce que le ministère de l'Agriculture lui demandera de travailler. Bien. Ouais, ça va nous donner la pêche, hein, cette table ronde. Mais on est aussi là pour parler de solutions. Face à un constat un peu rude, et l'une d'elles, c'est un scoop, c'est l'agriculture bio. Donc consommer bio, est-ce que vous pouvez nous le redire ? Parce que je pense que dans la salle, on a encore envie de l'entendre. Est-ce que c'est bien ? Ma belle-mère dirait qu'il faut bien mourir de quelque chose. Moins 36% de risque de mortalité en moins si vous mangez bio par des légumes, fruits et légumes peu contaminés par rapport à zéro. Moins 36% de mortalité. Je signe. Est-ce qu'on peut signer là ? Qui ne signe pas ? Non ? Tu veux pas ? Tu veux mourir ? Ah, d'accord. Oh, il n'y a pas photo là. Hein ?
Du coup, de la même manière qu'on lit, qu'on entend, comme vous le disiez tout à l'heure, manger 5 fruits et légumes par jour, est-ce que vous, professionnels de santé, vous pourriez agir sur le fait qu'on transforme légèrement ce slogan par manger 5 fruits et légumes bio par jour? Et en creux ici, quelle puissance sont les politiques de santé publique pour faire bouger les lignes? Donc je suis médecin généraliste, plus ou moins retraité, et on a reçu récemment, on reçoit régulièrement des visites des délégués CPM. Et un des thèmes de leur dernière visite, c'était il va falloir protéger vos patients contre les perturbateurs endocriniens. Et on fait en particulier une campagne sur les phtalates. Et on vous propose une documentation pour vous aider en ce sens. Alors on reçoit des petits flyers, et ça c'est la fiche qu'on est prié de mettre en salle d'attente. Alors dans le chapitre qui vous concerne ici, agriculteurs, maraîchers, éleveurs bio, voilà, bon, ouvrir les fenêtres, ne pas fumer, d'accord, etc. Et on arrive à préférer les fruits et légumes de saison, les laver et les éplucher. Vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose quand même? Non mais c'est incroyable quoi. Et c'est document officiel utilisé par la CEPAM du Nord Finistère. Donc on entend tout et son contraire. Donc on a l'impression que dire aux gens il faut essayer de manger un peu plus bio, c'est ou un acte militant qui est interdit, ou un propos mensonger, ou enfin donc il y a un réel problème des autorités, et puis c'est affiché là-dessus. Merci. Et ce constat, il est posé. C'est compliqué d'admettre que le bio, enfin que les instances politiques et suprêmes et hautes admettent que le bio est une solution. Est-ce que vous avez des outils pour vous faire entendre? Les outils, alors, comme médecin dans notre pratique individuelle, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut replacer en consultation dans les conseils alimentaires. C'est que les fruits et légumes, c'est pas seulement utile pour faire des bons cacas, mais c'est aussi utile pour un tas d'autres bonnes raisons, parce que leurs contenants en bio et en non bio sont différents. Donc si on est impliqué sur cette thématique-là, on va peut-être prendre quelques minutes dans le contact direct qu'on a avec les patients. Et puis, les professionnels de santé, et pas que les médecins, ont développé des structures professionnelles dont on va peut-être parler, qui va leur permettre de développer des outils de communication envers le public, envers tous les publics en réalité. Et cette affiche de la CPAM, par exemple, est-ce que vous avez cette option d'aller leur dire on peut peut-être légèrement la modifier? Je ne l'ai pas encore fait, mais je compte bien le faire, oui, certainement, oui. Et je vous communiquerai leurs réponses. Si je peux me permettre, en fait, ce qui est compliqué, on est tous convaincus ici qu'il faut vraiment manger évidemment bio, mais ce qui est compliqué, c'est le lobby industriel aujourd'hui, parce qu'en fait, on est sur le produit le moins cher. En fait, quand on nous dit en fait d'acheter en fait des fruits et des légumes, c'est le produit le moins cher. Aujourd'hui, on a évidemment donc Édouard Leclerc en fait qui vient de Landerneau, mais à chaque fois on se bat pour avoir le produit le moins cher. Mais c'est jamais le meilleur produit en fait que l'on doit manger. Et c'est peut-être que c'est de là aussi que ça vient. En fait, c'est vraiment une question éminemment politique en fait. Et il faut qu'on soit tous convaincus qu'il faut vraiment manger bio pour avoir moins de maladies. Plus tard, mais pour l'instant, on n'en est pas là, parce que là, on n'a même pas parlé des coûts cachés en fait que ça représente. Mais les coûts cachés, ça veut dire que si on ne mange pas bio, on mange des produits évidemment qui sont en fait bourrés de pesticides. Derrière, évidemment, c'est des captages d'eau qu'il faudra dépolluer, parce que l'eau est polluée malheureusement, et ça, on n'en parle jamais. Donc, c'est aussi ces questions en fait qui sont éminemment politiques qu'il faut traiter. Et si on n'est pas tous ensemble à se dire qu'il faut vraiment se réunir et puis être tous des lanceurs d'alerte, hein. On est tous des lanceurs d'alerte, mais il faut se réunir, se rassembler et se dire c'est pas en fait le monde dans lequel on veut vivre, c'est pas celui-là. C'est en 1962, je crois que c'est Rachel Carson, hein, c'est quoi, Le Printemps silencieux. Il date, ça fait combien de temps? Ça fait 60 ans qu'il a été écrit ce livre. Déjà, elle nous alertait. Et on est toujours en train de se dire que voilà, on doit manger ce bio, sans pesticides, mais on n'en est pas encore là. Donc à l'échelle locale, il existe les CPTS. Donc Estelle Michelet et Bernard Arvaux, vous faites partie de chacun et chacune de CPTS différentes. Et je sais que ce sont des échelons, des organisations qui permettent justement de mettre en place des projets en collectif. Est-ce que, peut-être Estelle, tu peux reprendre la parole, tu pourrais nous en dire un peu plus de comment fonctionne une CPTS et de qu'est-ce qu'elle autorise? Oui, alors, donc CPTS, ça se veut un regroupement territorial des soignants, donc tout soignant,
mais aussi de secteur médico-social, hein, établissement, libéral ou public. Il y a plus ou moins une logique d'habitude de travailler ensemble, mais parfois pas. Et donc, quand on regarde le découpage, c'est assez variable. Alors, c'est financé par la CEPAM et l'ARS notamment. Plus tu as une grosse CPTS, plus tu as un gros financement. Je dis ça parce que nous, on a une petite CPTS. Il y a des axes évidemment attendus par la Sécu, l'accès aux médecins traitants, les soins non programmés, il y a les parcours complexes, voilà. La gestion des crises. Attends, je regarde mon collègue spécialiste sanitaire. Oui. Ah, c'est ça. Il y a beaucoup de thématiques, hein, en effet. Il y a les trucs obligatoires, et puis il y a les choses où tu peux t'infiltrer dans des thèmes. Et notamment, tu peux, si tu veux, créer un groupe de travail santé environnementale. En l'occurrence, c'est ce qu'on a fait à Fouesnant, c'est ça que tu... Ouais. Et à Brest même aussi. Et à Brest même, ok, c'est ça. Oui, à Fouesnant, du coup, ça a donné naissance à la mise en place d'un dispositif particulier. Alors, il faut quand même redire que santé environnementale et médecin généraliste, ça ne coule pas de source. Peut-être on discutera formation tout à l'heure, mais d'abord, les patients, ils ne nous posent pas de questions, en fait. Je pense qu'ils ont raison, parce qu'on a une méconnaissance qui est pas dingue. En gros, si tu connais quelque chose, c'est que tu es allé chercher par toi-même de manière active et pas vraiment dans tes études ni tes formations. Hein. Donc les patients, ils doivent percevoir ça, qu'on n'est pas très à l'aise. Et le médecin en face, il a un petit sentiment sans doute d'illégitimité là-dessus aussi. Hein. Venir sur un terrain qui va mixer des concepts un peu écolo. Et écolo, c'est égal à politique hein, actuellement. Donc, dans un cabinet, tu n'es pas forcément à l'aise pour aller là-dessus. Toi, c'est pas forcément ton arrière-pensée d'ailleurs, mais dans la tête des gens, c'est ce qui s'allume assez souvent. Et ça, c'est compliqué. Quand tu disais tout à l'heure, je dis tu du coup, est-ce qu'on pourrait dire 5 fruits et légumes bio ? Bon, bah oui, moi du coup, s'ils regardent, j'ai que des trucs biocop derrière moi, ils me voient sur le marché. Bon, voilà. Je pense d'ailleurs, je digresse un peu, mais au côté modèle de rôle, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ? Redescendre de One Health à ton cabinet au quotidien, il y a un petit gap quand même, quoi. Hein. Et donc transposer ça dans ton quotidien, c'est pas simple. Mais déjà rien que le côté qui te voit, alors moi je viens pas à vélo, mais s'il te voit quand il montre une boîte de gâteaux pour montrer la composition je mange des gâteaux du coup. Mais, la composition et qu'il y a un logo bio dessus, c'est hop, l'air de rien, toc, avec le petit label et que tu expliques un peu ce que c'est. Finalement, quand dans ta salle d'attente, il y a un petit flyer, éventuellement rectifié de la CEPAM, il y a quand même, j'allais dire, où ça sent le vinaigre dans ton cabinet, bref, et pas le surfagnos, le produit hyper toxique que tu as sur le côté. Bon, il y a plein d'éléments, finalement, au niveau médecine générale, c'est pour revenir à ta question de tout à l'heure, où on peut faire des petites choses, mais que ce n'est pas si simple. Et donc, malheureusement, n'hésitez pas à pousser votre généraliste si jamais vous avez l'impression qu'il n'est pas dans le créneau. Je reviens à la SPTS. Donc, ce que je veux dire, c'était qu'à embarquer des soignants d'un territoire sur le thème santé-environnement, c'est pas facile. C'est pour plein de raisons. Et ils estiment que c'est pas leur parti pour une grande majorité d'entre eux. Et donc, quand on a monté ce groupe-là, en fait, en gros, tu as ton copain, ta copine, ton voisin, ton associé qui est obligé de venir parce que sinon tu lui fais la tête le lendemain. Voilà. Et puis finalement, on est 5 alors qu'on est 200 en théorie sur la SPTS. Donc, c'est pour dire comme c'est pas facile. Et tu peux pas aller aborder le bio direct. Moi, quand j'ai discuté bio avec mes collègues, rien que pour comment on pourrait gérer la course les courses du cabinet, avec quel goûter on peut prendre, mais je me fais bâcher si je veux dire qu'on fait les courses à Biocop ou ailleurs, peu importe, mais en tout cas des produits bio, quoi. Donc, par rapport au groupe Santé Environnement, la réflexion, ça a été d'abord de dire on va pas passer par le bio, c'est pas ça la porte d'entrée. C'est au niveau, en tant que soignant, notre message, c'est un message de santé publique. Et il y a des preuves, il y a des publis costauds pour dire, effectivement, l'alimentation, la santé vient par l'alimentation. Et manger bio, ça fait partie des éléments qu'on doit pousser pour être en bonne santé. Et c'est un message de santé pub et pas un message politique. Et ça, c'est vraiment une posture qu'il faut avoir en tant que soignant, parce que sinon, ça revient de « Ah bon, ça va, les écolos, écolo bobo, quoi ». Donc, du coup... J'ai l'air de digresser, mais il y a une certaine logique. On a donc commencé par faire une première session avec une formation à destination des soignants sur les perturbateurs endocriniens. Et alors ça les allume. Pourquoi ?
Les PE, hop, là, du coup, on a eu 50 inscrits, quoi. 9 médecins généralistes, un bon tiers de petite enfance, donc tout ce qui était les asthmates, les écoles, hyper présents. Et ça les a un peu légitimés. Ils se sont sentis un peu plus armés pour aller discuter ensuite santé environnement. On a fait intervenir une éco-infirmière. Cette soirée-là, c'était pour préparer la suite. Parce que le projet, c'était... C'est là que tu veux que j'en parle? Les ordonnances vertes ou c'est après? On peut peut-être attendre un tout petit peu, parce que j'aimerais bien que Bernard Arnault évoque aussi un peu le sujet de santé environnementale au sein de sa Donc cellule. à Brest, nous avons tout récemment créé un groupe de travail santé environnementale qui a accueilli beaucoup de participants potentiels, puisque nous sommes à peu près 25. Je suis le seul médecin généraliste dans le groupe. Donc c'est moi qui suis censé diriger le groupe. Donc on ne va pas dire du mal de la profession, mais enfin l'implication des médecins généralistes et spécialistes aussi dans la santé environnementale est quand même assez pitoyable, puisque dans notre groupe on trouve essentiellement infirmières, sages-femmes, diététiciennes. Donc voilà, je ne trouve pas ça normal. Je lance à cette occasion un message en direction de la salle, des professionnels et de vous publics, c'est que les CPTS, qui sont des associations loi 1901, reçoivent des crédits publics pour travailler sur des actions comme la santé environnementale. Et nous sommes demandeurs d'action, parce que notre prochaine réunion, ça va être justement, qu'est-ce qu'on va faire? On est 25 à être intéressés par le sujet. Qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer comme action, activité vers des publics pour promouvoir la santé environnementale? Donc en tant qu'agriculteur, maraîcher, public, enseignant, responsable de crèche, si vous voulez exprimer vos souhaits pour que nous intervenions d'une manière ou d'une autre dans vos milieux professionnels, c'est tout à fait possible et nous avons les ressources financières pour le faire. Et ces ressources financières, elles proviennent de... Elles proviennent de la CPAM et des ARS. Enfin, nous sommes des associations loi 1901 qui reçoivent des budgets, reçoivent de l'argent public pour mener des actions telles que celles qui ont été signalées. Mais nous avons également reçu donc, des crédits pour les déployer sur les questions de santé environnementale. Donc on est demandeurs de bonnes idées. Donc une bonne idée qui se développe énormément en ce moment et pour notre plus grand plaisir, ce sont les ordonnances vertes. Et Estelle Michelet, au sein de la CPTS du Pays Fouet-Nantais, ça y est, les premières ordonnances vertes ont été lancées auprès de 60 femmes enceintes. Donc serait-il possible de nous en dire plus? Oui, je sais qu'il y a des personnes intéressées dans la salle. Ah bah, très bien, super. On va en discuter après. Donc les ordonnances vertes, c'est cette idée effectivement de réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens sur une population bien cible particulière qui sont les femmes enceintes. Donc les perturbateurs, tu en as un petit peu parlé là, il y a une notion qui est fondamentale, c'est la fenêtre d'exposition. Donc il y a cette idée que ce sont des substances extérieures à l'organisme, donc on ne les produit pas de base, qui sont naturelles, le soja, le lin, c'est un effet perturbateur, ou d'origine synthétique, et qui va venir interférer, perturber du coup, le système hormonal, endocrinien c'est hormonal, et qui va perturber la santé des gens qui sont exposés et leur descendance. Et ça c'est un gros mot-clé là, descendance. Il faut sortir de ce principe de c'est la dose qui fait le poison. C'est un peu un gros truc, où on a en tête que plus tu es exposé, plus il y a de la dose, plus ça va être toxique, quoi. Pour les perturbateurs, c'est pas ça du tout. Ça peut l'être pour certains, mais la majorité, ils n'ont pas des évolutions linéaires. C'est des courbes qu'on dit non monotones dans les effets. C'est-à-dire que pour certains produits, on va avoir des courbes où, à petite dose, c'est un risque élevé. À dose un peu plus élevée, finalement, il y a moins de risques. Et donc, c'est l'intérêt des industriels d'aller faire leur prélèvement là pour montrer des bons chiffres. Et puis, bizarrement, hop, courbe en U, un peu plus exposée, finalement, ça remonte. Et puis, tu as des courbes inverses sur les PE. C'est l'inverse. Ce sera sur des taux moyens que tu auras le plus d'effets. Ça, c'est impossible à savoir à l'avance. Et quand vous mélangez en plus les produits, le fameux effet cocktail, ce que tu as eu pour un produit, tu ne sais même pas ce que ça va faire avec 2, 3, 10 produits. Donc, cocktail, c'est un autre truc aussi. Dans l'idée de la réduction de l'exposition, ce n'est pas forcément 1 plus 1 qui va faire 2. D'ailleurs, parfois, il y a des perturbateurs endocriniens qui s'annulent dans leurs effets, il faut le reconnaître. Mais ça peut être très bien
1 + 1 = 10, par exemple. Okay. Donc cette notion d'effet cocktail, elle amène du coup l'idée de la réduction du nombre d'expositions que vous avez à ces produits-là. Ce côté différé, tu en as un petit peu parlé avec l'épigénétique tout à l'heure, il y a ce côté transgénérationnel. C'est-à-dire que ça ne va pas perturber l'ADN, le ATGC, là, le code de l'ADN, si vous vous souvenez de vos cours de bio, c'est loin. Mais par contre, ça va perturber la programmation de comment va s'exprimer ce code et ce programme génétique. Alors au sens strict, du coup, ce n'est pas génétique, mais n'empêche que tu vas le transmettre à tes générations d'après, là. Et pour ceux qui se souviennent du Distilbène, ce truc qu'on a donné là aux femmes entre les années 50 et 70 contre les fausses couches, eh ben on en est à la 4e génération qui a encore des pépins. On a encore des malformations. 4e génération. Donc c'est arrière-grand-mère. Et où tu as les petits-enfants, les petits garçons et les petites filles qui ont des cancers trop bizarres et des malformations des organes génitaux. Transgénérationnels. Okay. Donc ça, c'est dur à dire aux femmes enceintes, généralement. Et puis, il y a donc ce côté... vraiment ne pas considérer qu'il n'y a pas de dose minimum efficace. Et quand on vous parle du coup de dose journalière acceptable, je crois que c'est ça le A pour le DJA, ben ça n'a pas de sens en fait de réduire la dose, le seuil de toxicité et de rendre ça acceptable à telle dose, ben ça n'a pas de sens parce qu'en fait il n'y a pas eu d'études pour dire qu'à ce seuil-là il n'y avait pas de risque. D'accord. Donc au total, il faut sortir des pesticides. Ok. Donc ça c'est pour les perturbateurs. Et donc pourquoi la femme enceinte? Parce que parmi les 3 grandes fenêtres d'exposition, où ça va avoir un impact majeur, en gros quand l'ADN est en train de se multiplier beaucoup pour faire un embryon ou un petit bébé ou un adolescent, ça ce sont les 3 périodes clés où il faut absolument limiter cette exposition aux perturbateurs endocriniens. Et donc la femme enceinte, c'est un peu la tête de gondole, quoi. On s'entend? J'espère qu'il y en a pas dans la salle. Ça marque quand même, quoi. Et c'est un peu là que ça se joue. Et indirectement, on revient un peu sur le côté le DOHAD. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. L'idée que DOHAD, l'origine développementale des maladies et de la santé. Et ça, c'est toujours un peu flippant, mais c'est tout ce qui se passe en prénatal. Beaucoup de choses de ce qui se passe en prénatal va conditionner la santé à venir. De quand vous serez adulte et vieux, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément naître avec un pépin, mais c'est programmé. C'est-à-dire que dans comment ça va s'exprimer, au moment où ça devra s'exprimer, on est programmé presque pour faire un diabète à tel âge, un cancer du sein à tel âge. Ok. Donc, sur ces bonnes nouvelles, les ordonnances vertes. Donc, cette idée, donc, on vise la femme enceinte, on veut réduire l'exposition de la femme enceinte aux perturbateurs endocriniens. La principale source de contamination, alors oui, perturbateurs endocriniens, c'est parce que la majorité des pesticides ont une action perturbateur endocrinienne. Ouais, perturbatrice endocrinienne. Donc, réduire l'exposition à une période clé aux pesticides, c'est choisir la femme enceinte et le faire manger globalement des fruits et des légumes bio. Comment on arrive à ça? On fait d'abord 2 ateliers. Et le modèle, ça a été Strasbourg. Alors, ils sont assez fer de lance. C'est eux déjà qui avaient lancé le sport sur ordonnance, l'APA, activité physique adaptée. Donc, c'est Fels, c'est d'ailleurs un médecin, écolo d'ailleurs. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un premier atelier où on va parler des perturbateurs. C'est quoi? C'est où? Comment on réduit l'exposition? C'est généralement des ateliers très pratiques. Un deuxième atelier où on va parler alimentation. Donc concrètement, les contenants, comment cuisiner, donc les poêles Tefal, réchauffer micro-ondes dans une barquette en plastique. Ok. Et aussi du coup glisser des aspects sur c'est quoi un potiron en fait, comment on fait de la soupe, c'est pas que dans une briquette dans le rayon du supermarché quoi. Et en fait ça paraît simple, mais quand t'as pas la culture, quand t'as jamais vu ta mère faire de la soupe pour de vrai, la soupe elle est en brique en fait quoi. C'est comme le poisson pané quoi. Et donc, il y a cette idée vraiment de rendre ça facile, d'apprendre à cuisiner pour certaines femmes, pas cher, et de montrer que finalement, parfois, manger bio, il y a quand même moyen de cuisiner à pas cher pour une famille et tant qu'à faire, bon pour la santé de toute la famille. Une fois qu'elles ont passé ces 2 ateliers, obligatoires chez nous, ce n'est pas le cas partout, mais du coup, les femmes, elles ne venaient pas aux ateliers. Ça déclenche ou ça leur permet d'accéder, alors chez nous, à un chéquier de bons d'achat vers les producteurs de fruits et de légumes bio du pays fouet-nantais. Globalement, en France, en fait, il y a ce grand cadre de 2 ateliers, puis un accès à des produits fruits et légumes bio. Le plus souvent, ce sont des paniers
hebdomadaire, souvent sous condition de ressources, et puis sur un temps plus ou moins long. Ok, parfois en postpartum d'ailleurs. Nous, à Fouesnant, on a vraiment cette idée de... c'est pas une question de ressources, c'est universel, en tout cas, ouais. Et donc, en gros, dès qu'elles sont enceintes, qu'elles ont fait leur déclaration de grossesse, elles peuvent avoir une ordonnance, c'est de là que ça vient, par un soignant. Alors, c'est une fausse ordonnance, hein, bien sûr, mais c'est en gros un soignant qui dit « je suis signé docteur machin, certifié madame truc, à une date de début de grossesse, à telle date ». Elle dépose ce document à la secrétaire de la CPTS, qui du coup va l'inscrire dans le programme. Cette femme, elle s'inscrit comme elle veut aux 2 ateliers. Il faut qu'elle ait fait les 2. Et donc chez nous, on a un atelier mensuel sur les perturbateurs et un atelier mensuel sur l'alimentation. Donc en gros, le plus vite elles s'inscrivent, le plus vite elles font leur atelier, le plus vite elles ont accès à, chez nous, un chéquier. Peut-être on reparlera des obstacles qu'il y a eu pour ça. C'est un chéquier d'une valeur de 200 €, donc en 5 ou 10 €, et avec un petit livret super bien fait avec l'aide de la MAB et de Florence qui nous a aidés là-dessus. Les agriculteurs, ils se présentent, il y a leur date de marché, où est-ce qu'ils sont présents, leur date d'ouverture, et du coup les femmes peuvent aussi choisir d'aller chez tel ou tel producteur, de manger ça ou ça. C'est-à-dire que du coup, on ne t'impose pas non plus un panier de trucs que tu n'aimes pas, en fait, ou que tu n'as pas envie de cuisiner. Et donc, selon leur disponibilité, en plus, elles vont rencontrer les producteurs locaux. L'idée étant quand même d'instaurer une habitude, de connaître le réseau local et d'amorcer quelque chose. Et la grossesse, c'est quand même un moment où tu te mobilises un peu pour faire bien pour ton bébé à venir. Enfin, c'est quand même une période qui est assez propice à un changement d'habitude, hein, que ce soit pour la mère et le coparent qui est invité d'ailleurs aux ateliers. Voilà un peu le truc. Et c'est une valeur de 200 €, donc c'est pas rien. C'est prévu pour un panier par semaine, équivalent d'un panier par semaine pendant à peu près 4 mois. Une valeur de 10 €, quoi. C'est ça qu'on a visé. L'expérimentation, là, elle a commencé il y a peu. Est-ce que vous avez... Bravo, déjà. Bravo pour ça. Et est-ce que vous avez déjà eu quelques retours, peut-être, de personnes qui en bénéficient? Ouais, donc c'est un projet qui a pris 18 mois quand même à mettre en place, là, pour différentes raisons. Je pense que ce serait intéressant qu'on en parle sinon après. Mais, donc en fait, on a démarré là, en janvier, et c'est budgété pour... Classiquement, c'est un tiers des femmes en fait, sur un territoire en France qui rentraient dans les dispositifs. Chez nous, on a 180 femmes enceintes par année sur le pays fouesnantais. Donc on se dit, OK, on vise 60, et donc c'est budgété pour 60. Là, ça fait 2 mois et demi qu'on a lancé le truc. On va faire le 3e atelier. On est à 29 femmes, donc ça craint, parce qu'on est en mars, et qu'on a un budget pour 60. Appel aux dons pour réussir à finir l'année. Ouais. Donc ça marche. Les dames, elles sont super contentes. Le mieux, c'est quand il y a le papa ou le futur papa, parce qu'en fait, il est carrément impliqué, vraiment. Et puis on invite aussi la grand-mère. Enfin, en gros, tous les gens qui vont s'occuper du gamin qui arrive, parce qu'il faut que tout le monde ait un peu la même démarche. Et on a adossé des projets de thèse, évidemment. Donc, moi, en étant maître de stage universitaire, forcément, je suis un peu de direction de thèse. Et donc, on a collé des internes pour faire leur thèse, pour suivre et évaluer justement ça. Donc, tu as des questionnaires en amont, en aval. Bon, là, c'est un peu biaisé parce que c'est moi qui fais le truc. Mais franchement, elles ont l'air de beaucoup aimer. Je voulais vous rajouter que sur le site de la CEF, donc, puisqu'on a vos mails, on vous enverra le lien. Il y a un guide que nous avons fait, comment se protéger des perturbateurs endocriniens, de la contamination chimique, avec les unions de médecins, c'est-à-dire les médecins libéraux français, où il y a écrit bio, privilégier le bio dans les fruits et légumes, contrairement à la caisse qu'on ne va pas lâcher. Qu'on va pas lâcher. Et il y a des petits guides, la bioalimentation, etc., comment faire son ménage. Tout ça, c'est gratuit. Et là, même si vous ne bénéficiez pas de cette excellente, vraiment remarquable initiative, vous pourrez déjà donner les petits conseils ou les distiller. Et dans cet acte de prévention dont nous parlait Estelle, est-ce que typiquement les mutuelles ne pourraient pas jouer un rôle? Alors, là, on a décidé en fait de diffuser une tribune justement pour que les mutuelles puissent s'impliquer dans ces dispositifs qui existent aujourd'hui. Mais ce qui est compliqué pour les mutuelles, c'est que on est toujours en fait en complément de la sécurité sociale. Et tant que la sécurité sociale ne va pas rembourser ces paniers bio, ça va être compliqué pour les mutuelles
d'être en complément et de rembourser ces paniers bio. Parce qu'on est dans l'idée, en fait, il existe l'article 51, en fait, que tout le monde peut actionner au niveau de la sécurité sociale, qui permet en fait d'avoir des expérimentations dans certains territoires. Et si l'expérimentation fonctionne, ça peut en fait se faire un petit peu partout. Donc on a ça dans l'idée. C'est pas encore fait, mais c'est dans nos projets de pouvoir le faire, parce qu'on est persuadé que si on réussit évidemment à faire en sorte que ces ordonnances vertes, en fait, parce qu'il y a des dispositifs qui se font un petit peu partout, donc Fouesnant, j'ai vu qu'à Rennes, ça existait. Sur Brest, je ne sais pas si ça va être mis en place. En fait, on voit que ça existe un petit peu partout. Si on réussit à le faire et à actionner cet article 51, toutes les mutuelles seront dans l'obligation de rembourser le complément des paniers bio. Mais ça veut dire que finalement, on va se rendre compte qu'il faut manger bio. Donc, est-ce qu'on ne va pas avoir des lobbies qui vont encore nous mettre des petits bâtons dans les, dans les roues pour nous dire on ne peut pas y aller, parce que ça veut dire que voilà, manger bio, ok, c'est super, mais voilà, on aimerait bien quand même. Une personne du public interroge sur le doute. Il demande, dans les articles, arrive-t-on vraiment, sous étude en double aveugle, à avoir la preuve formelle que telle ou telle molécule a vraiment cette toxicité que les intervenants annoncent? Alors la difficulté, c'est que on rétorque toujours, c'est multifactoriel. Bien sûr, c'est multifactoriel. Hein. Sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui fument auraient un cancer du poumon, ce qui n'est pas forcément le cas, heureusement. Et donc là, par exemple, si on parle du cadmium, il y a des études in vivo, in vitro, et là, une nouvelle étude qui vient de sortir, ça modifie la structure de certaines cellules du pancréas qui vont faire qu'on va avoir un cancer du pancréas plus facilement. Vous savez, le cancer du pancréas, c'est un énorme problème. On est passé de 6 000 en 2010 à plus de 16 000 maintenant. Et malheureusement, la survie est extrêmement compliquée. Je ne sais pas si en Bretagne, on a ce problème aussi, mais c'est assez effrayant. Et donc, c'est un facteur de risque. Après, ce n'est pas le seul. Donc, il y a ton stress oxydant qui est autour, qu'est-ce qui va te protéger, les éléments qui ne vont pas te protéger. Donc, voilà. Mais il y a du in vitro, in vivo. Sur les grandes études de Harvard, par exemple, ils ont suivi les gens, ils ont rapporté leur régime, ils ont éliminé les facteurs confondants, exercice physique, niveau socio-économique, tabac, alcool, etc. Et ils trouvent ça. Mais on n'a pas, à part pour l'amiante, parce que c'était ou le diesel, ou c'était dans un garage, et ils étaient toujours exposés à la même molécule, où là, c'était facile de dire l'amiante est cancérigène, les particules diesel sont cancérigènes. Mais là, on est tellement exposé à des centaines de produits que c'est plus compliqué. Mais on a suffisamment d'éléments pour les considérer comme des facteurs de risque. On ne dit pas que c'est le seul produit, mais c'est un facteur de risque. Et les sociétés savantes cardiologiques, tu as vu, ont mis le cadmium, l'arsenic, personne ne le sait, l'arsenic est un facteur de risque cardiovasculaire. Hein, oui, je vous la raconte. Je la raconte. Esteban, l'étude nous dit les enfants qui boivent, les enfants de moins de 3 ans qui boivent de l'eau embouteillée ont plus d'arsenic que les plus grands. Je prends mon téléphone, j'appelle Evian. Bonjour, est-ce que vous avez de l'arsenic dans l'eau d'Evian? Ah oui, 2 microgrammes par litre. Mais Volvic, c'est 4. J'appelle Monroku parce qu'on donne tous Monroku aux petits. Monroku, ils sont à 2. La norme est à 10. Mais voilà. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, que vous faites du biberon à l'eau minérale parce que l'eau est impropre, vous téléphonez à la boîte, vous dites combien vous avez d'arsenic, parce qu'un petit, moins il a d'arsenic, mieux c'est. Hein, même si, parce qu'il est aussi perturbateur endocrinien, mais voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des trucs absolument sidérants. C'est cancérigène, l'arsenic. Hein. Et un jour, dans les cantines, pour parler des perturbateurs endocriniens, c'est à Strasbourg. Donc, vous savez que quand il faisait chauffer dans des barquettes. Alors, le test, c'était la moussaka. Donc, de la barquette à froid, les éléments du plastique passent dans l'aliment. Et à chaud, encore plus. Et là, c'était des huiles minérales qui passaient dans l'aliment. Alors, huiles minérales, en fait, c'est des huiles pour moteur. Des lubrifiants pour moteur, avec des toxicités hépatiques, etc. Donc j'expose ça, et il y a l'élu à la santé de Strasbourg qui me dit, mais est-ce que vous avez prouvé que mettre un peu ces huiles minérales pour moteur, c'est toxique pour... J'ai dit ça, on ne peut pas faire une cohorte. 1 million d'enfants à huile pour moteur, 1 million d'enfants... Mais si on peut faire autrement, peut-être c'est mieux. Et Strasbourg a changé, a supprimé toutes ces barquettes pour en remettre de l'inox. Avec des troubles, il n'y avait plus de trucs pour faire la vaisselle parce qu'ils jetaient tout. Donc il a fallu remettre des éviers, il a fallu aider les employés municipaux à porter parce que c'est lourd.
Voilà un exemple. Est-ce que mettre un peu d'huile pour moteur pour vos enfants, c'est toxique ou pas? On ne peut pas faire ce type d'étude. Une personne du public s'étonne que le monde médical ne soit pas plus vindicatif. Pourquoi la dimension de santé environnementale est si récente? Le monde médical est puissant, dit-il. Comment faire pour qu'il soit plus entendu? Les sociétés de cardiologie nous disent, il faut que nous connaissions les facteurs de risque, mais il faut des politiques qui réduisent ces facteurs de risque. Donc, ça passe par les politiques. 2, j'ai rencontré le doyen de la faculté de médecine de Marseille il y a 1 mois. Et avec cette étude des cardios, je l'ai convaincu qu'il fallait enseigner. Et donc, le 10 avril, je donne le premier cours en France obligatoire pour les internes de cardiologie, ceux qui vont devenir cardiologues. S'ils ne viennent pas, ils n'auront pas leur diplôme de cardiologue validé. C'est une première en France. Il a fallu attendre quoi? Qu'un ami me présente au doyen et que j'ai les arguments. Donc, et on a identifié 2 choses. 1, manque, ce que disait ma collègue, manque de formation des patrons sur le sujet. Moi, je connais un doyen qui est rhumatologue, qui ne savait pas que le cadmium doublait le risque de fracture due à l'ostéoporose, et c'est la moitié des Français qui sont à cette dose. Il est rhumatologue et doyen de médecine. Manque de formation, et manque donc de motivation, et manque de personnes capables de faire les enseignements, puisque nos chefs ne sont pas formés. Un point favorable, le Conseil national de l'ordre des médecins vient de créer une cellule santé-environnement. Et avec les unions régionales de médecins, où cette cellule est très active, puisque le cadmium, c'est nous qui l'avons lancé, on va collaborer avec eux pour les pousser. Voilà. Mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas été... moi, je passe ma journée à chercher les études. Ben, eux, ils sont dans le soin, comme disaient mes collègues. La cause des maladies n'a jamais beaucoup intéressé les médecins, en réalité. Ils aiment faire un diagnostic et le soigner de 36 000 manières différentes, mais les causes... Donc il y a un véritable changement de paradigme dans la vie médicale qui est en train de s'opérer, c'est qu'on commence enfin, après 2000 ans de médecine occidentale, à s'intéresser aux causes des maladies. Une personne du public intervient et fait part d'un projet d'ordonnance verte qu'elle co-construit sur une commune du Finistère. Elle demande ensuite comment les médecins, les associations professionnelles et environnementalistes peuvent-elles s'unir davantage pour interdire les pesticides. On n'aura pas la réponse ce soir, malheureusement. Je vais vous créer un peu de frustration là. On est quand même beaucoup dans... Il y avait la question, mais quand est-ce qu'on a une étude, un truc marteau, qui dit c'est clair et net, point, on arrête la discussion, quoi. Ben non, en fait. Et on l'aura sans doute pas. Ce que disait Pierre, il y a trop de facteurs causaux en cause. Enfin bref, ça va pas arriver. On n'aura pas une étude unique qui va dire, ok, ce produit-là, parce que... Ben non. La science, c'est, du moins les preuves scientifiques, c'est pas toujours avec ou pas une comparaison exposée ou pas. C'est un ensemble d'études répétées avec des protocoles différents sur des populations différentes, qui avec des résultats concordants suffisants. Voilà. Et c'est ça en fait. Et donc tu n'as jamais une réponse unique, oui, non, ça va pas arriver. C'est pas possible. Et c'est aussi le jeu, vous avez bien compris, de faire douter, de gagner du temps. On est d'accord, hein, d'accord, à tout ce qui fabrique du doute et tout ça, notre ami Foucard. Donc, il ne faut pas l'attendre, celle-là. Elle n'arrivera pas. Il y a suffisamment d'éléments inquiétants sur plein de publics pour dire oui, il faut y aller. On n'a pas discuté par principe de précaution, mais on aimerait, en fait, c'est une évidence que Duplon n'aurait jamais dû pouvoir déposer sa loi. Bon, bah, pour autant, ça passe. C'est comme ça. Que les soignants n'y viennent pas, les chefs, on n'est pas PU, donc on peut le dire, les universitaires, ils roulent quand même aussi à la recherche et à ce qui est financé. Et qu'est-ce qui fait rêver les jeunes, là, les jeunes professeurs d'université ou futurs, c'est les financements sur le gène. Un gène, machin, de susceptibilité. Donc, en fait, les labos, et bien sûr, donc vous avez bien compris, l'industrie alimentaire, va financer la recherche dans les labos sur un gène. On va détourner un truc qui intéresse personne, mais eux, ça va les exciter, quoi, au niveau intellectuel. Voilà. Et ça va financer ça. Donc, clairement, nos PU, la prévention et manger 5 fruits et légumes, mais ça rapporte quoi, ça? Ça n'a pas de sens, quoi. Bon, donc c'est un peu limite, et j'adore mes collègues PU. L'autre chose, c'est qu'effectivement, du coup, il y a le doute. Il y a le doute. Et les médecins, comme les non-médecins, eh ben, c'est toboggan, quoi. S'il y a le doute, il n'y a pas de preuve. Donc, pourquoi on va changer? J'ose à peine l'évoquer, mais moi, j'ai un super collègue neuro que j'adore. Si j'ai un problème neuro, c'est lui que je vais voir.
C'est une référence, notamment dans le parc. Et dans la discussion avec lui, pour essayer de pousser une formation auprès des spécialistes de l'hôpital par chez moi, qui va avoir lieu d'ailleurs avec le CHU. Tous les spécialistes de l'hôpital de Quimper vont être formés sur les pesticides et les maladies professionnelles. Petite victoire. Et ben en fait, sa remarque, ça a été, mais Estelle, Parkinson et pesticides, c'est prouvé ça. Là, je vous fais l'émoticône qui... Parce que vraiment, je l'adore. Je me suis dit, bon, juste, j'irai pas le voir si j'ai un parc. Mais c'est juste pour vous dire, en fait, bah ouais, ce petit doute qui s'insinue partout, eh ben, ça vaut pour les médecins, c'est pareil. Et si t'es pas finalement un peu militant, on y revient quand même, que tu crois pas un peu plus quand même, ben en fait, tant qu'il n'y a pas la preuve, ben on n'y va pas vraiment, quoi. C'est ce qu'on appelle la culture du doute systématique, qui est particulièrement bien cultivée dans le monde médical pour éviter les efforts sur le devoir de s'informer et de prendre connaissance des publications. La culture du doute systématique, c'est une affaire de paresseux, en fait. Témoignage d'un nouveau projet d'ordonnance verte sur une communauté de communes du Finistère. Ouais, ça, en fait, là, du coup, vous commencez à décliner le fait qu'il y a une théorie, un cadre un peu qui est annoncé, d'ailleurs soutenu par la MLP, Alerte médicale sur les pesticides, mais qu'en fait, ce sont des déclinaisons locales. Ce que tu mets dans ton atelier, qui l'organise, et en termes de financement, il n'y a pas un projet unique. Et parfois, c'est la CEPAM, parfois, c'est la région, parfois, c'est le département, parfois, c'est la ville ou la Comcom. Il n'y a pas un projet avec une forme type, ce qui fait à la fois la souplesse, parce que c'est cool de pouvoir discuter avec les gens locaux et comment on s'organise. Ça vaut pour le financement et pour le travail avec les producteurs. Et en même temps, du coup, tu te dis, allez, c'est facile, il y a un truc à décliner. Mais en fait, non, tu es parti donc pour 18 mois. Parce qu'en fait, ceux qui t'ont dit oui au départ, finalement, quand il faut payer, il n'y avait personne. Ou bien alors, finalement, mais pourquoi on irait financer les producteurs bio et pas les autres producteurs de la ville ? Du coup, on ne finance pas. Donc, il y a quelques écueils comme ça où c'est pas si simple, en fait. Et donc, patience, courage, vous lâchez pas l'affaire. Et il faut, dès que vous avez un peu de sous, vous démarrez. Donc, nous, on n'a plus de sous bientôt, là. Mais il faut démarrer dès que vous pouvez, quoi. Il faut lancer le truc. Hein. Ouais, on est d'accord. Moi, j'ai une suggestion. Appuyez-vous sur les CPTS dans les villages où vous allez. Le médecin CPTS va voir la mairie. On veut une salle et avec les associations, un topo sur pesticides, un topo sur perturbateurs endocriniens, etc. J'avais proposé à la Caisse nationale qu'il y ait des consultations collectives de prévention. Ça a été refusé par la Caisse nationale. Mais Bernard, ma collègue, pourrait aller dans les villages, hop, et vous l'organisez, vous vous alliez. Vous cherchez des alliances avec la collectivité, avec les associations de patients. Non, je suis obligée parce que je vois ma coordo. On n'avait pas de sous. On n'avait pas d'agriculteurs à un moment. Bon, finalement, ils ont accepté de venir. Et puis, en fait, on n'avait plus de sous. Enfin, on n'avait pas de sous du tout. Et on est financé intégralement par la CPTS. Et ça, c'est unique en France. Il n'y a pas ça. Donc, la CPTS, c'est une bonne échelle. Allez au contact des CPTS. Et en fait, merci la CPTS PFO Nantais, le bureau qui a accepté de nous aider à démarrer. C'est une bonne échelle, intégralement financée par la CPTS. Eh bien, fin de partie. Merci beaucoup à vous quatre.